Rebonjour, on se retrouve tout de suite, le rythme s'accélère avec Olivier Dubigeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président de Sustainway. Vous aussi, comme votre prédécesseur sur ce siège, vous avez participé à la table ronde Jusqu'où la parole citoyenne a-t-elle un impact à l'heure du local. C'est pas que c'est vous qui avez inventé ce concept. Oh, je ne vais pas inventer du tout. Non. Bon, on y reviendra après. Je n'ai pas du tout inventé. Non, c'est comment on articule des enjeux qui sont globaux sur la planète, alors que l'action est locale. Oui, tout à fait. Voilà. Mais avant, parlez-nous un peu de Sustainway. Sustainway, en beau provençal, ça veut dire chemin soutenable. Ce qui m'intéresse, c'est la question du développement. Tout le monde parle de développement durable, tout le monde parle de durable, mais personne ne parle de développement, ou pas grand monde. Beaucoup de gens parlent de développement, bien sûr, mais dans la question du développement durable, la question du développement est oubliée. Donc, Sustainway, j'ai créé Sustainway, ça fait 39 ans que je travaille sur la question du développement soutenable. Et j'ai créé Sustainway pour aider les organisations à se développer, à accomplir davantage, mieux leur mission en développant la société. Et toute la question, c'est qu'est-ce que c'est que la société ? Et donc, c'était très intéressant parce que pendant 6 années, un groupe de travail international représentant 100 pays et représentant différentes catégories de parties prenantes, des entreprises, des gouvernements, des consommateurs, des ONG, des syndicats, des experts, se sont réunis pour dire c'est quoi la société ? Et qu'est-ce qui fait le développement de la société ? Et on a défini 7 familles d'enjeux qui sont des enjeux environnementaux, sociaux, gouvernance et économiques. Et donc, ces 7 familles d'enjeux, qui composent 45 enjeux, permettent de dire c'est quoi la société. D'accord. Donc, le métier de Sustainway, c'est favoriser de l'innovation et de la différenciation des organisations parce qu'elles vont prendre en plus de leur activité classique, technique et commerciale, elles vont prendre en considération le bien commun. Elles vont prendre en considération c'est comment je peux contribuer à avoir une empreinte positive sur la société. D'accord, c'était parfaitement clair et c'est passionnant. En plus, vous arrivez à décrire 45 points en quelques secondes, donc c'est bien. Question de Zina. On rentre là dans le vif du sujet de votre table ronde de tout à l'heure. Le pouvoir de la parole citoyenne peut-il nuire au bon fonctionnement des sociétés sur certains sujets ? Voilà une question qu'elle est bonne. Et voilà une question qu'elle est très très bonne. Et effectivement, on a évoqué cette question dans la table ronde finalement derrière cette question, il y a le citoyen est-il éclairé ou pas ? Ou autre question sous-jacente, est-ce que lorsque le citoyen parle ou agit, est-ce que c'est pour son intérêt propre ou est-ce que c'est au service du bien commun ? Et je compléterai si vous voulez bien, est-ce que la somme des citoyens a forcément raison ? Alors, raison, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, des expériences de permettre à des citoyens qui sont partie prenante d'un enjeu commun, lorsqu'on leur permet de gérer en commun ce commun, ça se passe bien mieux que lorsqu'on confère à des sous-traitants, pardonnez-moi d'utiliser le terme, qui s'appellent pouvoirs publics, qui sont tout à fait honorables, mais auxquels finalement les citoyens sous-traitent l'administration d'un bien commun. Et ça se passe beaucoup moins bien. Alors ça serait intéressant effectivement de se poser les questions. Alors par exemple, quelqu'un dans la table ronde a évoqué qu'une des prises de parole citoyenne était le vote. Moi je constate que l'abstention grandit d'année en année, ce qui exprime une défiance des citoyens sur le mode d'expression et d'élaboration politique de la décision publique telle que nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une démocratie représentative qui date du XVIe siècle. Nos amis les Anglais, à l'époque où nous ne savions pas lire, et il fallait bien nous représenter par des gens qui savaient lire. Je crois que cette époque est révolue, et en plus, non seulement nous savons lire, mais je crois qu'il y a une intelligence répartie qui est extraordinaire au niveau des femmes et des hommes que nous sommes. Simplement, c'est qu'elle n'est pas mobilisée. Donc, passons d'une démocratie représentative, où nous déléguons pour 5 ans ou pour 7 ans quelqu'un qui va nous représenter, à une démocratie collaborative, pas participative. Participative, c'est je vous réunis ce soir dans la salle du conseil municipal et dites-moi ce que vous pensez, mais c'est moi qui décide. Là, collaboratif, ça veut dire que ce qui est collaboratif, on va élaborer ensemble le diagnostic de la situation, du problème que nous rencontrons, ensemble. On va élaborer ensemble les solutions aux problèmes que nous rencontrons et on va évaluer ensemble si les solutions que nous avons choisies ont été mises correctement en œuvre.
Ça, on est en démocratie collaborative. Alors c'est étonnant, parce que lorsque cela fonctionne, les intelligences sont mobilisées, et c'est pas que nous sommes tous d'accord, c'est que nous pouvons tous converger sur des actions communes. Et je fais une grosse différence entre consensus, nous sommes tous d'accord, ce qui est une illusion, les problèmes sont trop complexes pour être tous d'accord, et convergence, qui est nous convergeons malgré nos désaccords, j'ai envie de dire même au cœur de nos désaccords, nous convergeons pour des actions communes. Et donc derrière cette question, moi j'entends, cette question est formidable, parce que j'entends tout cet appel à revisiter les processus d'élaboration de la décision publique et les processus d'évaluation de la décision publique. Et nous sommes dans un pays où l'élaboration de la décision publique, elle est faite de manière descendante, et l'évaluation, même si je sais qu'il y a des évaluations de politique publique, l'évaluation elle n'est certainement pas collaborative, elle n'est même pas participative. D'accord. Et est-ce qu'on risque pas de... Je comprends très bien ce que vous dites, mais est-ce qu'on risque pas de prendre le risque de ne jamais décider ? Alors, vous savez, moi par exemple, mon cercle d'investigation, c'est l'organisation, donc des entreprises, des collectivités. Dans une entreprise, lorsque il s'agit de trouver une solution à un problème qui est exprimé collaborativement, dont les solutions sont identifiées collaborativement, et dont l'évaluation est faite de façon collaborative, c'est étonnant. On a l'impression de perdre du temps parce qu'il y a forcément un temps de collaboration, d'imagination en commun, mais dans un temps complet, c'est-à-dire dans la durée, on gagne du temps et la décision se prend, et non seulement elle se prend, mais elle est appropriée, elle est mise en œuvre et elle est améliorée. Donc quand vous regardez sur le temps complet entre la prise de décision et la mise en œuvre de la décision, on gagne du temps. Mais c'est une transformation culturelle dans notre pays, qui est un pays centralisé, un pays où les processus sont très administrés, où on est dans une culture de rationalité de décision, et où le fait de faire confiance à des acteurs qui ont des avis différents, eh bien, nous ne savons pas aujourd'hui, les processus sont peu avancés, majoritairement, enfin je dirais dans l'organisation publique des débats, la maturité me semble faible sur la capacité à prendre en compte, à fertiliser des désaccords, à prendre en compte des désaccords ou des oppositions pour converger ensemble. Nous ne sommes pas dans cette culture-là. Donc on a un travail extrêmement intéressant à faire pour apprendre cette culture. Et à ce moment-là, la décision se prend. Et cette culture, on l'apprend de quel modèle ? Au pluriel. Alors, vous avez un prix Nobel d'économie, Erstom, qui a démontré qu'effectivement, notamment en parlant donc la théorie des communs, qui au Moyen-Âge, vous savez, on avait les moutons, il y avait des zones de package, dans les deux cas, on a comparé les deux cas, soit il y avait une administration du package, mais à ce moment-là, les gens étaient déresponsabilisés et ne géraient pas en commun le package, soit on confiait une propriété privée, mais à ce moment-là, tous ceux qui n'avaient pas la propriété ne pouvaient pas faire paître les moutons. Et c'est intéressant de voir que lorsque c'était l'ensemble du village qui gérait le commun, qui était les packages, c'était non seulement bien géré, mais en plus il y avait des rotations, et qui fait qu'en fait le patrimoine était renouvelé. Et donc elle tirait de cet exemple des communs, qui s'appelle l'exemple des communs, elle tire l'enseignement que les citoyens sont extrêmement responsables lorsque on leur confie la confiance d'être responsables. Or, le problème, c'est que nous sommes infantilisés, parce que forcément, nous sommes citoyens, donc nous n'y connaissons rien, et que, heureusement qu'il y a les experts qui, eux, savent. Je caricature. Oui, bien sûr. Caricature. Et donc, dans cette forme de pensée, nous ne pouvons pas décider, et lorsque, en plus, en France, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à élaborer des règles, des règlements et des lois, c'est 90% de l'élaboration d'une décision, et on passe 10% à la vendre, et on s'étonne ensuite d'avoir des bonnets rouges, ou verts, ou bleus, ou jaunes, dans la rue, parce que la décision est contestée. Il y a d'autres pays où 90% de l'élaboration de la décision, elle est faite de façon collaborative, et il y a plus que 10% pour la communiquer. Quel pays, par exemple ? Les pays scandinaves, par exemple, ou anglo-saxons, où le curseur est mis plutôt sur le temps d'élaboration, qui évidemment est plus long que de la prise de décision. Ouais. Mais encore une fois, en temps complet, le temps est plus court. Et c'est évidemment plus efficace, puisque non seulement les décisions sont plus riches, mais en plus elles sont appropriées. Très bien, tout ça est vraiment passionnant. Une question... et ça marche pour un territoire,
malheureusement, je ne trouve pas suffisamment en France. Les seules avancées que j'observe en France, c'est des aspirations à avoir de la démocratie participative. Encore une fois, participative, c'est moi le patron, je vous invite ce soir à la réunion, dites-moi votre avis, posez les questions, et je repars chez moi ou dans mon administration et je prends la décision. Je caricature évidemment, c'est du participatif. Le collaboratif, comme je l'ai dit, est tout à fait différent. Alors, ça marche pour des territoires, et ça marche pour des entreprises. Justement, les entreprises, on nous demande, Abadi nous demande, les RSE sont-ils indispensables aux entreprises? J'ai parfois l'impression que c'est une mode qui finira par passer. Alors, très bonne question. C'est effectivement, si c'est vu comme étant comme on dit en anglais, nice to have, c'est-à-dire quelque chose de sympathique que ça fait bien d'avoir. J'ai la fleur sur la boutonnière, et donc c'est quand même plus joli. Si c'est ça, c'est une mode et ça passera, il faut que ça passe. Si par contre, c'est la prise de conscience qu'une entreprise ne peut pas se développer sur un territoire qui est en voie d'appauvrissement, en voie de paupérisation, en voie de délitement. Parce qu'il y a des hommes, des femmes, il y a des initiatives, il y a des savoirs, il y a des capitaux, il y a des dynamiques. Et si ces dynamiques disparaissent, l'entreprise va disparaître avec. C'est-à-dire qu'une entreprise prospère que sur un territoire prospère. L'entreprise a un intérêt bien compris à vitaliser son territoire, à être un acteur de la vitalisation de son territoire. Sans cette vitalisation, l'entreprise va disparaître d'une manière ou d'une autre. Certaines entreprises l'ont très bien compris, ont investi depuis déjà un certain nombre d'années, je pense même de décennies, je pense à certaines entreprises dans le nord de la France, sur la valorisation, la vitalisation du territoire. D'autres en font une coquetterie communicationnelle, et là, effectivement, ça décrédibilise le sujet, et ce sujet, du coup, risque de se transformer en mode. Alors que c'est un sujet fondamental. Je rappelle que nous sommes dans un monde qui est globalisé, ça veut dire que les enjeux sont globaux, ils ne s'arrêtent plus aux frontières, que désormais, ce qui se passe ici dépend de ce qui se passe chez vous ou encore plus loin, et que dans cette globalisation des enjeux, nous sommes face à cette complexité. Plus aucune organisation ne peut résoudre trouver seule les réponses à ces enjeux. Nous sommes obligés de les trouver ensemble, et pour les trouver ensemble, vous ne pouvez pas trouver dans une entreprise des solutions à ce qui concerne son environnement, ses environnements. Donc le fait de développer une relation de qualité entre l'entreprise et ses territoires de présence, ces territoires d'opération à l'autre bout du monde, donc locaux ou à l'autre bout du monde, devient un actif stratégique de développement de l'entreprise. Et je vois bien, pour travailler beaucoup en entreprise, que les entreprises qui ont compris ce levier supplémentaire, toute entreprise a un levier ont des leviers, un levier technique, il faut que le produit soit de bonne qualité, ou le service, et un levier commercial de bonne qualité. Il faut que vous puissiez vendre de façon correcte à vos clients. Eh bien, vous avez aujourd'hui la possibilité de développer un troisième levier, c'est cette qualité de relation entre l'entreprise et ses territoires, et la société. Et les entreprises qui l'ont compris ont donc désormais trois leviers, un levier technique, un levier commercial, et un levier qu'on va appeler sociétal, relation avec la société. Toute la question, à partir du moment où on a dit ça, d'abord, au passage, je suis en train de démontrer, j'espère, que ce n'est pas une mode, puisque c'est un levier stratégique, et je suis en train d'exprimer que la question du coup qui arrive sur ce levier sociétal, c'est qu'est-ce que c'est qu'un levier sociétal ? Qui détermine que j'enrichis la société ou que je la dégrade? Et comment on va évaluer cet enrichissement ou cette dégradation? Et il y a des entreprises, je travaille avec des entreprises qui s'attellent à répondre à ces trois questions, et lorsqu'elles répondent à ces trois questions, elles innovent, elles se différencient. Donc non seulement c'est pas... Et c'est un cercle vertueux sur les deux autres. Mais ça devient un cercle vertueux qui développe l'entreprise en développant la société. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup de tout ça. Là aussi, c'était parfaitement passionnant. Et puis bonne continuation pour la conférence cet après-midi. Merci beaucoup. Et on continue tout de suite.